c'est cette génération-là qui a été la première à la perdre. À perdre ce sentiment sacré qu'en fait, et ce sentiment d'un côté assez doux, que collectivement nous résisterons à la mort. Parce qu'en fait, il y a une sorte de prométhéisme du boomer, mais comme anthropologiquement il n'a pas de colonne vertébrale, tu ne le vois pas. Parce que comme il n'y a que lui qui compte, à la fin des fins, c'est horrible. Alors, le boomerisme mental, moi je les appelle la génération sauterelle. Pourquoi ? Parce que quand ils arrivent en essaim, ils bouffent tout, et ils laissent rien. Alors attention, reprenons Ortega y Gasset. Le jugement sur une génération ne vaut pas jugement individuel sur tous les hommes de cette génération. C'est un état d'esprit, c'est une manière de faire. On peut rappeler qu'il y a des boomers qui ont actuellement notre âge. Bien sûr, tout à fait, il y a des boomers qui ont actuellement notre âge. C'est un état d'esprit. Sinon, ce serait qu'un simple problème biologique et chaque mauvaise grippe ferait avancer la vérité. On veut des vaccins, on veut des vaccins, on veut pas mourir. Prenons un exemple. Moi, à titre personnel, la réduction psychologiste du « oui, mais vous aimez pas vos parents », moi, mon père, c'est mon héros depuis que je suis gosse. Je ne me suis jamais engueulé avec mon père. J'adore mon père. Et j'adore ma mère. En plus, j'ai de vrais parents, moi. Donc, j'ai aucun problème là-dessus. Le problème, c'est un problème de génération. Mon père est de 48. 20 ans, 68. Bon. D'ailleurs, il a fait 68, qu'il est dans la même fac que Danny Braguette Magique. Il faut arrêter de penser aux anti-vax, à ceux qui disent « je ne veux pas, je ne sais pas, on ne veut pas être des cobayes, on va pas… » Eh bien, qu'ils ne se fassent pas vacciner. Il faut vacciner tous ceux qui veulent se faire vacciner. Alors, on va écouter Lucas. Le vaccin, c'est formidable. Vous êtes applaudi par Axel Kahn. Il faut y aller. Mais vraiment, c'est cette réflexion. Ah, on ne va pas leur faire peur. Les pauvres petits, ils ne veulent pas être… Ben, qu'ils veulent se faire foutre. C'est absolument pas une question psychologisante. C'est un constat. Quand vous voyez les générations, chaque génération est marquée par un esprit. La génération des nés en 1890, de Gaulle, c'est des gens à qui on racontait le malheur de la France 1870 et qui ne rêvaient que de la venger. Et qui ont fait les bataillons scolaires de Gambetta et cette France hors du commun ça a fait eux. Ça a fait les poilus. L'esprit revanche. Voilà. L'esprit patriotique. Quand on a mis en esclavage une partie de ton peuple, quand on a tenté par 3 fois la dépopulation des partis occupés, quand on a humilié, moi j'ai des copains alsaciens, dont on a humilié les parents, dont les Boches ont humilié les parents. Il faut bien comprendre qu'à un moment, tu veux récupérer les tiens qui sont dans les fers juste à côté de chez toi. Sinon, t'es pas un homme. Vous avez l'esprit des 20 ans, 40, c'est-à-dire des gens qui naissent dans les années 20, cet esprit extraordinaire de gamins qui vont crever dans la résistance. La moyenne des mecs qui se sont tués dans la résistance, elle est à 20 ans. Hein. C'est extraordinaire. La génération qui part à la guerre d'Algérie. Et vous avez nos boomers. Nos boomers naissent quand ? Ils naissent entre 45 et 55. Et en réalité, ils vont être épaulés par la génération juste avant eux, c'est-à-dire ceux qui naissent en 40. Pourquoi ? Reprenons les écrits d'un grand historien gaulliste et catholique, Pierre Chenu. Pierre Chenu est l'un des plus grands historiens de ce siècle. Penseur de l'histoire longue. Pierre Chenu avait dit quoi ? L'Occident a certainement perdu le sens du sacré entre 1955 et 1965. C'est assez vrai. En réalité, ça se termine à la fin des années 60. Là où les boomers entrent en fleurs. Ça veut dire quoi la fin de l'esprit religieux ? Ça ne veut pas dire la fin de la croyance en Dieu. Il y a un problème il y a une montée de l'incroyance. Enfin, il y a des poches d'incroyance en France, des Rabelais. On n'en est pas mort, hein. C'est pas ça. C'est de se comporter comme une société religieuse. Une société religieuse, c'est pas une société de mysticisme, tu sais, où chacun a des pattes de lapin, ou
où tu vois, les gitans, je crois qu'ils appellent ça le 4e clou, c'est-à-dire des clous porte-bonheur qui sont grands comme ça. C'est pas des sociétés superstitieuses. Une société religieuse, religarée, reliée, une société de communion. Tu peux avoir des sociétés de communion sans Dieu, hein. Ou avec des dieux très effacés, type paganisme hellénique. Mais des sociétés du lien, des sociétés de la chaleur. Et ces sociétés se définissent comment ? J'ai une place dans la lignée. Il y avait de grands hommes après moi, et je suis là pour permettre le passage de témoins. Il y a un au-delà, pas nécessairement d'ailleurs, alors ça aide quand c'est l'au-delà, tu vois, le royaume des morts, on va t'accueillir avec du mousseau et des biscuits, bon, pourquoi pas ? Il y a un au-delà, c'est-à-dire, je ne mourrai pas complètement. Il y a un au-delà de moi. Les boomers sont la première génération à dire, non, il y a moi. Moi. Si même une 4e dose, 5e dose, 10e dose, si ça me permet de vivre jusqu'à 100 ans n'étant pas trop mal, j'ai rien contre. J'ai le résultat de notre sondage CSA pour CNews réalisé aujourd'hui même. 53% seulement des Français disent qu'Emmanuel Macron a eu tort. Parce qu'il y a aussi un clivage en fonction de l'âge. Ce qui est très marrant, c'est que les 18-35 ans sont les plus choqués par cette phrase, et les moins choqués, je vous le donne en mille, ce sont les plus de 65 ans. C'est pas étonnant. Non, ça ne me choque pas du tout, parce que je vais vous dire un truc. Macron, c'est un être humain, et il a le droit de déraper, car il en a beaucoup bavé depuis la pandémie. Car il avait sur ses épaules une immense responsabilité. Ouais. Par contre, je vais vous dire une chose qui va vous choquer, mais je m'en fiche. En 2020, j'avais le cœur brisé tous les jours quand j'entendais le nombre de décès. Aujourd'hui, quand j'entends le nombre de décès, je n'ai aucune compassion parce que je sais que c'est des non-vaccinés et qu'ils ont fait le choix entre se vacciner et la mort. Ils reprennent le mot de Rifkin, le penseur du mouvement hippie, « just do it ». Just do it. Hein, le problème de just do it, c'est qu'à la fin, ça fait des sociétés perverses. Parce que c'est des sociétés qui n'ont pas de surmoi. Il n'y a rien qui les arrête. Ils se disent pas, c'est pas bien pour mes gosses, c'est pas bien pour ça. Ça fait des sociétés de l'irresponsabilité. Et quand tu es dans une société de l'irresponsabilité, tu compenses par quoi ? La bureaucratie, la procédure. L'irresponsabilité généralisée. C'est pas moi, c'est la tonne de papier. C'est jamais ma faute. D'ailleurs, quand tu parles aux boomers mentaux, qu'est-ce qu'ils te disent ? C'est pas ma faute. C'est jamais ma faute. C'est pas nous. Oui, on a fait 68, mais oui, d'accord, on apprenait la pédophilie, mais c'est pas notre faute s'il y a des pédophiles. Vous avez signé une tribune, monsieur Jack Lang, à la différence, par exemple, de moi. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires, avec les jeunes... C'est une connerie. Vous l'avez jamais regretté, c'est seulement aujourd'hui... Je l'ai dit et redit. Vous me demandez mon sentiment. On était très nombreux à l'époque à signer ça. C'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était... c'était l'après 68. Et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Ou alors, c'est pas notre faute, oui d'accord, on a fait venir les immigrés, mais c'est pas notre faute si aujourd'hui l'immigration se passe mal. C'est jamais leur faute. Jamais. Tu as remarqué ça ? Irresponsabilité. Premier trait de caractère. L'irresponsabilité va avec la légèreté. Il n'y a plus de tragique, il n'y a plus... d'ailleurs, il n'y a pas plus de tragique, mais tout est dramatique. C'est des drama queens. C'est des drama queens. Tu vois ? Là, aujourd'hui, ouais, mon vaccin. J'avoue, j'en ai un peu ras-le-bol de la Covid, donc oui. Tu marches dans la rue sans parapluie, c'est à cause de toi qu'il pleut. Ce qui est la même chose que tu n'es pas vacciné, je le suis, tu vas me tuer. Non, théoriquement, un vaccin non immunisant n'est pas un vaccin. Mais j'ai besoin de te dominer, et parce que moi, il n'y a rien au-delà de moi, il n'y a rien au-delà de ma petite personne, il n'y a que la vie nue, ma vie nue, et qui me donne le droit d'écraser la tienne. Et pour ça, je fais des drames. Tu les as remarqués, tous ces petits vieux ? Ah ouais, moi j'étais très content d'aller fliquer les gens avec le pass. C'est en lisant son journal que Nicole, 68 ans, a découvert l'appel aux retraités pour contrôler les passes sanitaires. J'ai pas hésité une seconde, non. J'ai tout de suite été partante pour aider. Drama queen, collabo de merde. Pourquoi ? Parce que pour eux, plus rien n'est tragique. Si tu crois au tragique, tu crois qu'il y a un sens de l'histoire au-dessus de nous. Et tu crois finalement que nous sommes sur les pièces d'un gigantesque échiquier. Et c'est ça qui est dramatique, enfin qui est tragique. C'est que finalement, tu peux tout faire face au fatum, mais à la fin, c'est la mort qui gagne, à titre tactique, pas à titre stratégique.
À titre stratégique, c'est la vie qui doit l'emporter. Mais la vie, elle est que collective. Si la garde des chefs d'État iraniens s'appelle toujours les immortels, c'est collectivement qu'ils sont immortels. C'est pas les mêmes depuis Xerxès. Tu vois, même Valéry Giscard d'Estaing est mort, tu vois. Ce qui prouve que même les mauvaises choses ont une fin. C'est cette génération-là qui a été la première à la perdre. À perdre ce sentiment sacré qu'en fait, et ce sentiment d'un côté assez doux, que collectivement nous résisterons à la mort. Parce qu'en fait, il y a une sorte de prométhéisme du boomer, mais comme anthropologiquement il n'a pas de colonne vertébrale, tu ne le vois pas. Parce que comme il n'y a que lui qui compte, à la fin des fins, c'est horrible. Parce que à la fin des fins, ça veut dire que ta mort, elle est à toi. Qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de société, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien. C'est pour ça que souvent ils font des retours de la foi dans le dernier stade. Et que souvent ils pourrissent la foi. C'est eux qui ont tué l'Église catholique, hein, très clairement. Hein, avec le christianisme pro-migrant, etc., et toutes ces saloperies. Pourquoi ? Parce que sur la fin, ils font un retour. Parce que sur la fin, ils sentent que ce que De Gaulle appelait le froid éternel. Être un vrai athée, non. Il faut avoir une vraie colonne vertébrale. Pour dire le froid éternel, oui, je marcherai à travers. Onfray les admire, il a raison. Les vrais païens ou les vrais athées méritent d'être admirés. Et ces gens-là ne sont pas de vrais athées. Ces gens-là sont même pas des agnostiques. C'est juste des je m'en foutistes qui veulent une béquille spirituelle parce que dans leur société de l'irresponsabilité, pour eux, Dieu est un bien de consommation comme tout le reste. Et le collectif est un bien de consommation. Leurs enfants sont des biens de consommation. Ils les ont faits pour des raisons psychologiques pour la plupart. Et d'ailleurs, ils les ont souvent délaissés. Et plus ils se sont idéologisés par l'idéologie de leur génération, pire ça a été. Vous voyez tous les témoignages de ces jeunes gens qui ont été élevés par des boomers idéologisés, souvent gauchistes, ça a été une horreur. Une horreur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont négligé les gosses. Comme aujourd'hui ils négligent le bien des populations. Vous voyez les sondages, ils veulent picouser les gamins, les jeunes enfants, ma fille, pour leur bien à eux, alors que ma fille ne peut pas leur transmettre la truc. Et si pour ma fille ça se passe mal, je suis autorisé à en flinguer combien ? Légèreté, irresponsabilité. Deux mamelles du boomerisme mental. Il y en a une troisième, qui se surajoute aux deux premières. Le nihilisme. C'est-à-dire que, pour eux, comme il n'y a pas de responsabilité, donc il n'y a pas de chaîne causale et logique. Tu vois ? Il y a de l'immigration, tu vois, cas typique. Ils ont été agressés dans la rue. Tiens, on va prendre l'exemple de Monsieur Tapi, qui les représentait très bien. Tapi sur ce combat-là. En colère. Parce qu'en plus, vous oubliez de dire l'essentiel. Si tu ne te vaccines pas, parce que tu veux pas, et que t'en crèves, t'as choisi. Mais là, c'est tu fais crever les autres. Deux ménestrels de troubadours se pointent chez eux, appelons-les Mamadou et Mokhtar. Sire Mamadou et Mokhtar. Hein, bon, il y en a certainement un qui s'appelait Emmanuel Victor et l'autre Jean-Baptiste, mais admettons. Deux férus de Victor Hugo. Deux férus de Victor Hugo, c'est le minimum. On ne peut pas rester insensible. Et qu'au cas par cas, au lieu d'amalgamer comme si tout d'un coup c'était des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, au cas par cas, il y a des gens qui sont peut-être dans ces migrants qui viennent d'arriver, les futurs Montaigne. Commence à légèrement leur tarter la tronche, et que dit Bernard Tapie, j'ai toujours été de votre côté. L'autre, un éclate de rire et deux en rajoute une. Pourquoi pas ? En disant ce temps-là est révolu. Je pense d'ailleurs que la phrase a été légèrement retouchée parce que je la trouve, grammaticalement correcte, ce qui, bon. J'ai soutenu l'immigration clandestine. Aujourd'hui, il y a de la délinquance issue de cette immigration. Je me la prends dans la gueule. Nous sommes d'accord que c'est une chaîne logique tout à fait simple. Action-réaction, pain dans la gueule. C'est pas conduire un sous-marin nucléaire tactique. On est d'accord. Non, c'est pas compliqué. Eh bien, vous voyez, pas de chaîne logique. Tapi comprend pas. Comprend pas. On a fait l'Europe. Oui, mais on a défait la France. Mais on voulait défaire la France. Mais la France est défaite. Oui, mais pourquoi ? Alors que c'est vous qui avez chanté Hexagone avec Renaud.
C'est vous qui avez lu qui avez poussé Bernard-Henri Lévy. C'est vous qui avez lu l'idéologie française. C'est vous qui avez poussé Stirnel et Paxton. Maintenant, il n'y a plus de France. Vous l'avez voulu. Et aujourd'hui, certains d'entre vous deviennent des boomers de droite qui vont se branler sur Zemmour, contre lequel je n'ai rien, bien au contraire, sans faire toujours l'examen de conscience de votre génération. Et le pire, c'est que vous l'avez refilé une partie de vos rejetons. La génération Sauterelle a fait des petits. C'est là où on peut parler de boomerisme mental, parce que là où ça devient un mouvement. Et d'ailleurs, les plus boomers de tous, c'est les nés en 70, 75, 76, qui sont les enfants des premiers, et qui veulent continuer ce même système idéologique. L'électorat d'Emmanuel Macron, la vérité, c'est un électorat de boomers. Ce sont les anciens 68ards qui, à 20 balais, criaient « il est interdit d'interdire » et qui, aujourd'hui, sont prêts notamment à tout interdire, notamment à la jeunesse qui ne peut plus vivre normalement. Il y a eu une forme d'égoïsme quand on a demandé à ces boomers de s'isoler un petit peu pour laisser la jeunesse vivre, pour laisser l'économie tourner. Ils ont refusé. Et je trouve que cette génération a un poids important, a une responsabilité importante. Déjà, cette génération nous a laissé une dette abyssale et maintenant, elle nous empêche de vivre parce que c'est comme ça la vérité. Allez interroger les jeunes, c'est exactement ce qu'ils pensent. Certes, c'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est la stricte vérité. Donc, à un moment, un peu de solidarité intergénérationnelle et je trouve que certains en manquent considérablement. Non-causalité, irresponsabilité, légèreté, nihilisme, qu'il noie généralement dans la société de consommation. Tu vois, par exemple, quand tu vois les gens qui veulent de la sobriété heureuse, c'est assez souvent des gens assez jeunes. C'est rarement les vieux. Les vieux, ils ont un besoin d'accumulation. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est un fait identitaire. Tu vois ? C'est un fait identitaire. Alors attention, la génération des années 90-2000, donc nos petits frères, retombent dans l'accumulation, mais eux, ils n'en auront pas les moyens, donc ça sert à rien de les... Et en plus, eux, ils sont innocents, c'est des mômes. Hein. Eux, ils sont innocents, ils ont rien fait à personne. Hein. Ils sont tributaires des erreurs des autres. Et quand on est courageux, on s'attaque aux négriers, pas à leurs esclaves. Le problème, c'est que c'est là où le boomerisme devient une sorte de patte générationnelle qui est en réalité une logique évolutionniste de groupe, pour une partie de la bourgeoisie qui gagne de l'argent à détruire la société et qui assure sa prédominance sociale par la destruction des valeurs communes. C'est là où la pensée 68 fait système. C'est là où tu passes de Just Do It, Rifkin, à GECO, dans les années 80, Michael Douglas. C'est-à-dire tout ce système du non-tabou, tu vois, c'est-à-dire tu détruis le tabou. Le tabou, c'est ce qui s'oppose au pillage anthropologiquement. Et plus tu fais reculer le tabou, plus tu fais avancer la marchandise. Eh bien, ce système qui était issu d'une génération de sales mômes, qui avait grandi à l'ombre de la reconstruction, qui avait eu tout ce que l'Occident pouvait leur donner de mieux et qui ont décidé de refermer la porte derrière eux, c'est là où ça devient une logique évolutionniste de groupe, c'est-à-dire un système de pouvoir, c'est-à-dire qui est l'antithèse du mouvement de civilisation de l'Occident sur 25 siècles. C'est quoi le mouvement de l'Occident sur 25 siècles ? Un des mouvements, parce que si tu veux, on ne va pas faire, mais un des mouvements. Alors, tu as les gens qui te diront c'est le mouvement de contrainte pour le futur, cas typique, l'épargne très pieuse des pays protestants. En prévision de l'hiver. En prévision de l'hiver, très bien. Oui, c'est vrai. Mais il y a un autre mouvement de l'Occident qui est important, mais qui est d'ailleurs lié à celui-là. Ce que nous faisons dans cette vie résonnera dans l'éternité. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. C'est-à-dire le fait de donner de grands exemples et de vouloir, par-delà la mort, donner un capital symbolique. Et donc, le capital symbolique, c'est important. C'est la colonne vertébrale, c'est le cerveau reptilien, c'est ce qui fait que tu te tiens droit, etc. Tu vois, supérieur à ceux qui vont nous survivre. C'est le principe du seppuku au Japon. Je laisse ma place à celui qui fera mieux que moi. C'est l'un des sens du seppuku au Japon. Sur cette pierre, je bâtis cette église. Exact. Tiens. Eh bien ça, c'est ça, ce qui a fait de nous ce que nous sommes.
Les autres, à partir de ce moment-là, mouvement inverse. Non. Intéressant. Bah non. Moi, je préfère que les enfants dans les écoles portent des masques plutôt qu'ils aillent voir leurs grands-parents à l'hôpital. Oh, pitié, excusez-moi, c'était pitié, là, ça n'a rien à voir avec le sujet. On parlait de la responsabilité. On parlait d'une phrase où quelqu'un la politique aigrie, moi, on parle de santé. Et alors, quand on parle de santé, on n'a plus le droit de parler. Le sujet, c'était la phrase du président qui disait, de mémoire, je crois, les non-vaccinés ne sont pas des citoyens comme les autres. Jean-Louis, excusez-moi, mais votre ton est impossible. Vous parlez de santé, donc quiconque n'est pas d'accord avec vous est un salaud et un tueur. J'aimerais pas être un de vos petits-enfants, Ça parce commence que à bien vraiment, faire. alors là... C'est-à-dire que la liberté je dirais être un petit enfant de Jean-Louis Burgat, mais ils n'ont pas le droit de vivre, les gosses, avec vous. Hein. Vous pensez à vous. Hein. Alors vous, les boomers, ça vous pensez à vous. Hein. Vous avez mis le pays par terre pendant 40 ans, vous avez tout gagné. Non, les boomers, ça vous êtes magnifiques. Vous avez le pays, vous vous en foutez, mais alors vous, ce qui est important, c'est vous. Les enfants, on s'en fiche. On a fait de la... Rappelle-toi la phrase de Méphisto. Chez Goethe, je suis l'esprit qui toujours nie. À eux, c'est l'esprit qui toujours nie. À une différence près. Négation, nihilisme, légèreté. Nihilisme pris en sens courant. La philosophie du nihilisme, c'est quelque chose de beaucoup plus, même parfois d'un peu pâteux. Lisez Pierre Le Vigan, il s'en est très bien sorti. C'est une notion qui colle au doigt. Marécageuse. Nihilisme en sens courant. Mais n'oubliez pas légèreté. Pourquoi ? Parce que Méphisto, ça se termine mal pour lui. Justice immanente. Vous avez un autre personnage qui est un peu l'équivalent de Méphisto, mais en beaucoup plus prométhéen dans la littérature française. Qui c'est ? Don Juan. Et Don Juan tombe face au commandeur. Don Juan, ça se termine mal. Et c'est d'ailleurs la grandeur de ces personnages. Il fallait des transgresseurs, à une condition, c'est que les transgresseurs soient punis. Et qu'on utilise leur transgression pour aller vers le mieux collectif après la punition. Alors que là, la transgression ne coûte plus rien. La transgression devient un système. Et donc, quand la transgression devient un système, ça fait des petits mecs. Prends-les aujourd'hui. Aujourd'hui, tu penses que Antoine de Caunes, il y a 20 ans, était vachement subversif par rapport à ce que tu vois. Antoine de Caunes, il y a 20 ans. T'en es à regretter Antoine de Caunes il y a 20 ans, quand il joue Gérard Langue de pute. Ah non, arrêtez de me coller comme ça. Gérard Langue de pute. Bien pensant hebdo. Parce que ça devient de plus en plus une machine à faire des petits mecs. Et à la fin, tu termines avec une assiette de pâte bolognaise dans le slip. Stratégie évolutionniste de groupe, détruire les perceptions de la société, les concasser pour en faire du business. Le boomerisme mental devient système. En partie, oui. Parce que, en réalité, tu te rappelles bien la phrase, si Dieu n'existe pas, tout est permis. C'est pas uniquement Dieu. Dostoïevski est un homme pieux. C'est pas Dieu, c'est Dieu, principe. Quand il n'y a plus de principe, oui, tout est permis. Et quand tout est permis, c'est les petits mecs qui gagnent. Et ça, c'est vrai. Parce que les hommes, ça s'empêche. Et à partir de quand on nous a dit qu'il fallait nous lâcher ? De la fin des années 60. Avant, il fallait s'empêcher. Et un homme était, d'ailleurs, c'était un des plus belles qualités qu'on pouvait trouver à un homme, c'est un homme plein de retenue. Et aujourd'hui, petits merdeux, qui ne sont que les fils de leurs parents. Et le problème, alors tu me diras, est-ce que ça va s'arrêter ? Oui, pour une raison. La génération Sauterelle a aussi enfanté des modèles à l'étranger. Pour une raison, c'est qu'elle est liée à une certaine évolution de la forme capitale qui est pour tout le monde. Et aujourd'hui, tu en as en Asie, les enfants de l'enfant unique ressemblent un peu à ça, etc. Ça va s'arrêter parce qu'à un moment, les limites anthropologiques vont être atteintes. Et elles vont être atteintes en même temps que les limites géologiques et écologiques. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas oublier une chose. Ces gens ont vécu non pas uniquement la démocratie carbone, mais l'économie carbone. C'est-à-dire une économie de l'énergie pas chère et abondante. Et attention, moi je ne suis pas, si tu veux, un collapsologue Resident Evil. C'est-à-dire, tout va se terminer avec, entre Mad Max et la guerre du feu. Je pense qu'il y a une régression anthropologique en cours. Qu'à un moment, on va toucher l'os, quoi. Et de l'autre côté, je pense qu'on ne pourra pas éternellement, je ne pense pas en tout cas, faire passer
le désir consumériste avant la survie collective. Ça nous ramène à notre sujet de la dernière fois sur les pénuries. Et donc je pense qu'à un moment, ce système va s'arrêter parce que quelqu'un l'arrêtera, ou quelque chose l'arrêtera. Et ça se passera exactement, malheureusement, comme ça s'est passé en Russie post-soviétique. C'est-à-dire que tu avais des gens qui étaient formés dans le moule du boomerisme mental, qui étaient par nature des parasites destructeurs de leur propre société, et qui vont se retrouver face à la réalité. Et pour la plupart, ce sera tellement insupportable que, dans le système, je ne sais pas comment ils vont tourner. Ils peuvent devenir ultra-violents. Leur vie, c'est la consommation, tu imagines? Si on les met d'un seul coup, dans un monde limité, ils peuvent même réagir par la violence. Eux qui ne sont pas capables d'utiliser la violence pour sauver leur gosse, ils peuvent l'utiliser pour sauver un canapé. Ils peuvent nous surprendre. Moi, je parierais plutôt pour un autre truc, exactement ce qui s'est passé en Russie post-soviétique. Ils se sont finis à la vodka. La vodka de patate faite dans la salle de bain. Ah, ça te décollerait le papier peint. Hein. Ils vont s'autodétruire. Alors tu me diras, on ne recrée pas une dimension religieuse comme ça. C'est tout à fait vrai. Une communion humaine, ça se crée pas, ça ne se décrète pas, ça se sécrète. Je pense que de toute façon, on le fera parce qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce qu'on arrive au dernier stade d'une décrépitude anthropologique majeure. On arrive au dernier stade où nous faisons des êtres humains qui, en série, sont malheureux de ne pas être heureux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte du malheur à l'échelle industrielle dont nous faisons un carburant social. Nous avons des individus névrosés, malheureux. Heureusement d'ailleurs qu'on leur a retiré l'expérience du monde de l'au-delà. Parce que, vu malheureux comme on les fait, on aurait des suicidés sur les trottoirs. S'ils n'avaient pas tellement peur de l'acte physique de se tuer. Parce que c'est ça qui arrête une partie des gens. Hein. Je rappelle qu'on est la 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans, en première chez les 25-35 ans. Avec une très grosse augmentation. Et pendant le Covid, on a même vu des gamins se défenestrer. Toutes mes félicitations. Bravo les boomers. On va devoir recréer un minimum de sens à la vie. Mais par contre, toute une partie de ce que nous pensons être la civilisation, alors qu'en fait, c'est ce qui l'a défiguré, culte hédoniste, individualisme exacerbé, droit de l'hommisme, individualisme d'individus non individués. Parce que trouve-moi l'individu avec un I majuscule, tu vois, au sens forgétien du terme, pour parler, tu vois, pour faire référence à Philippe Forget. Tu vois, trouve-moi l'individu trouve-moi la vraie individualité là-dedans. Tu parles. C'est des individualités de cochons qui mangent dans la même auge. C'est des gens qui pensent qu'ils ont un surplus identitaire parce que tu te rends compte, aujourd'hui, je suis un raton laveur ambidextre et non-binaire. Non, ça ne veut pas dire que vous soyez dans un phénomène de force mentale. C'est-à-dire que vous êtes dans un problème de maladie mentale. Même pas au sens clinique du terme. C'est que vous vous faites tellement chier et le réel est tellement dur à supporter que vous faites une fuite dans l'imaginaire pour vous effacer, vous, avec des identités imaginaires parce que le réel est trop dur à supporter. Et en réalité, cette fragilité-là, c'est le contre-coup des boomers. C'est le contre-coup du boomerisme mental. Comme on n'a donné aucun repère solide à des gamins, eh bien ils ne sont que fluidité. Or, l'être humain n'est pas fait pour être fluide. L'être humain est fait pour croire en quelque chose. Même pas nécessairement en Dieu, mais au moins croire en la vie. Croire que le soleil se lèvera demain. Croire que quelque chose de bien peut nous arriver. L'être humain, c'est ça. C'est une machine, Manuel de Dieguez, à créer des idoles et à les détruire. Or, tu as paralysé cette faculté d'imaginaire. Résultat, eh bien, tu es face à la société froide, haineuse, de la post-société, de la dis-société libérale. Une société de la haine et de la violence froide. Une société qui pue la mort. Parce que malheureusement, quand tu désenchantes la vie, eh bien la réalité du monde, c'est la mort et la putréfaction. Tout ce qui a un début doit finir. Or, le problème, si tu veux, c'est que par cette volonté de non-transmission de la vie, ces générations ont amplifié le désenchantement du monde. Par leur culte de la matérialité, par leur dégoût de la spiritualité vraie, pas de l'épicerie de Dieu,
C'est pour ça d'ailleurs qu'ils adorent le syncrétisme. Pourquoi? Parce que le syncrétisme, c'est quoi? C'est œuf, jambon, fromage, comme dit un, ou salade, tomate, bifton, comme dirait Benoît Hamon. C'est pour ça qu'ils aiment ça. Parce qu'ils ne veulent pas payer le prix de ce qu'est une vérité, de ce qu'est quelque chose qui ne t'appartient pas, et qui en même temps te laisse libre par rapport à elle. Parce que l'avantage des religions telles que nous, peuples celtes, grecs et romains, les avions fait, c'est que tu pouvais être indifférent à Dieu. Les Grecs se foutaient de leur gueule, les Romains aussi. S'il y a une seule beauté dans le christianisme, c'est que Dieu te laisse la liberté de ne pas l'aimer. Avec Yahvé et Allah, je te déconseille. Parce que si tu veux, la force de contrainte n'est pas la même. Il y en a qui ont essayé, et puis Yahvé ou Allah, si tu veux, ils sont légèrement farceurs. Légèrement. Il faut bien comprendre que nous en sortirons parce qu'on n'a pas le choix. Si tu prends le wokisme, qu'est-ce que c'est? C'est un néo-boomerisme à l'usage des petits. Et des petits blancs. C'est l'équivalent des décoloniaux pour ceux qui... C'est-à-dire, vous aussi, vous avez le droit d'être dans la société. Vous aussi, vous avez le droit d'être les parasites du monde. Vous aussi, vous avez le droit de plier le réel à votre volonté, quand bien même le réel, par sa contrainte, vous marche dessus. Et en réalité, tu sais ce que c'est? C'est le fou qui, pour échapper à sa camisole, vit dans un monde imaginaire. À titre personnel, s'il y a une seule phrase dans cette religion qui m'est si étrangère qu'est le christianisme qui est vraie, c'est que la vérité nous rendra libres. Oui, il va falloir réaccepter la mort dans la vie. Oui, il va falloir réaccepter que tout ne soit pas tel que nous l'avons voulu, mais en même temps. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est un témoignage personnel. Moi, s'il y a bien une chose dans laquelle j'ai cru plus qu'en n'importe quoi, c'est en la mort. Et je dois dire une chose, c'est que ma fille m'a délivré de ça. Parce que je sais que le peu de choses bien que j'ai été me survivra. Et c'est psychologiquement une délivrance. Parce que il faut savoir agir pour soi et pour les siens. Et se dire qu'on est nous-mêmes un passage. Et accepter que le soleil se lèvera demain derrière nous. Alors tu me diras, c'est terrible. Ça veut dire, et c'est d'ailleurs une partie du boomerisme, c'est-à-dire, c'est quoi la phrase du boomer? C'est très simple. C'est la phrase de Scarface, The world is yours, non? Tu t'en es pas rendu compte, mais tu n'es même plus riche en monde. Tu es décentré, tu n'es même pas ton propre monde. Michel Clouscar l'avait très bien dit. Tout est permis, rien n'est possible. C'est votre monde. Tout est permis, mais rien n'est possible. The world is yours, jamais. Serge Lama l'avait dit dans une chanson magnifique, qui est une de ses plus belles, qui est « Je vous salue Marie ». L'homme est sans le savoir, une secte à lui seul. Le sens religieux. Éternellement du berceau au linceul, l'homme est sans le savoir, une secte à lui seul. Et se dire qu'on est soi-même un grand mystère. C'est là où il faut reprendre ce que d'ailleurs une partie, la meilleure partie de la génération des années 60, celle qu'on a oubliée, celle qui est allée chercher la sagesse au bord de l'Indus, qui n'a rien trouvé parce que tout simplement, ils se sont décentrés. Ils ont cru que les yogis allaient leur donner des trucs, mais les yogis se donnent des trucs à eux. Moi, j'admire les moines, les bonzes, quand je vais au Cambodge. Mais tu te rends compte que quand ils psalmodient, c'est en vieux khmer. C'est un langage que même eux ont du mal à traduire. Tu vois, donc si tu veux, c'est pas là où il faut aller chercher dans la source de ce que nous sommes, pour pouvoir ensuite parler le fameux dialogue racine à racine, disait Malraux, avec les hommes qui cherchent le réenracinement dans d'autres terres. C'est le seul moyen que la pathologie de décentrement de l'Occident, dont l'aspect générationnel a été le boomerisme mental, cette maladie de l'impérialisme culturel qui nous a déracinés pour pouvoir déraciner les autres, qui nous a d'abord déracinés nous, et nous avons déraciné les autres. Simone Veil le disait, tout ce qui est déraciné déracine. Nous y arriverons. Par nous, pour nous, peut-être, pour nos enfants surtout. Soit tout se terminera, et donc d'un côté le boomerisme aura gagné, c'est-à-dire qu'il aura
écrit la dernière page de l'histoire de l'Occident. À l'heure où on parle, c'est possible. Soit le laurier refleurira. Ou alors, nous irons vers une dégénérescence anthropologique, et si c'est le cas, mieux vaut qu'on y aille totalement. Mieux vaut qu'on devienne les individus youmiens, sans mémoire, sans grandeur, rien. Mieux vaut qu'on devienne des individus d'instant pur. Mieux vaut qu'on aille au bout de la civilisation du poisson rouge, parce qu'au moins un poisson rouge ne regrette jamais rien. Après, cela fait peut-être des miens les derniers humanistes, mais j'estime que quand l'homme s'est évadé de sa condition zoologique stricte, ce qui n'en fait pas un non-animal, mais zoologique stricte, l'homme s'est donné non pas un droit sur les autres espèces ou sur le monde, l'homme s'est donné un devoir. Et j'estime que la vie des hommes vaut par les devoirs qu'ils se donnent. C'est une manière de voir la vie. Et j'espère que cette manière reviendra. Parce que elle ne s'est pas éteinte il y a si longtemps que ça. Moi, les vieux de mon village étaient comme ça. Et je préfère une société d'hommes qui se disent qu'ils offriront le soleil au leur dans 20 ans, plutôt que de se la couler douce tout de suite. Soit vous sortez, c'est inconcevable. C'est son choix. Vous êtes des dangers publics. C'est son choix. Non, c'est mon choix de ne pas être malade. Je préfère ça, non pas par puritanisme. À un moment, il faut que, tu vois, que l'élan vital s'exerce. Mais parce que nous faisons partie d'un tout et que la responsabilité est la contre-coup de quelque chose d'extraordinaire, qui est de se dire qu'une parcelle de nous, dans ce grand tout qui est infiniment plus grand que nous survivra pour toujours. C'est la seule promesse d'éternité qui peut être tenue.